c'est le gouvernement représentatif, c'est de la merde en barre. Excusez-moi, mais du point de vue de l'intérêt général, c'est littéralement scandaleux. Là, il faut faire un point sur la Ve République. La Ve République, ça n'est pas une république, c'est un régime autoritaire. Pour moi, il n'y a aucun pays sur Terre qui est en démocratie. L'élection tient le peuple à l'écart des décisions. Mais c'est plus grave que ça. Il peut nous trahir et voter des lois scélérates. C'est pas une réponse magique, c'est pas une réponse parfaite. Mais je crois que c'est une très bonne réponse. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de démocratie, d'élection, de vote et bien entendu je vais avoir un spécialiste de ces questions qui va venir aujourd'hui sur notre chaîne, Étienne Chouard, que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui. On avait déjà eu le plaisir de recevoir Étienne lors de la 100e de l'émission Justice Citoyenne. Si vous souhaitez revoir cette émission, elle est dans la description de la vidéo et évidemment je vous invite à commenter, à lâcher un pouce et à vous abonner si ce n'est pas le cas, puisque vous êtes déjà plus de 50% à ne pas être abonné à notre chaîne et à visionner régulièrement nos vidéos. Dites-nous également ce que vous en avez pensé, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec les propos d'Étienne Chouard, si vous comprenez également ma position d'avocat du diable, puisqu'évidemment je vais aller chercher la contradiction avec Étienne, et sans plus attendre tout de suite, l'émission. Je veux dire aujourd'hui de recevoir pour la deuxième fois Monsieur Étienne Chouard. Vous aviez déjà eu le plaisir de le découvrir lors de la 100e de l'émission Justice Citoyenne. Étienne avait eu le plaisir et l'honneur de venir à cette émission spéciale. Je vous inviterai évidemment à revoir son passage dans notre chaîne YouTube. 70 000 personnes aujourd'hui à nous suivre. Donc pensez à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça vous permettra de ne jamais rater aucune de ces interventions. On va parler aujourd'hui avec Étienne du RIC, du RIP, donc le référendum d'initiative citoyenne, qui est donc un référendum qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et on va vous expliquer un peu pourquoi, comment et quelles sont, à mon sens, les limites de ce mécanisme. Étienne sera mon contradicteur. Et on parlera du RIP, le référendum d'initiative partagée, qui est assez peu connu, mais qui a le mérite d'exister. Est-ce qu'il fonctionnera un jour ? Justement, on est là pour recueillir l'avis un peu d'Étienne, qui nous en dira un peu plus. Allez, sans plus attendre, bienvenue Étienne. Merci David. Content d'organiser une controverse bienveillante sur un sujet aussi important. Avec plaisir. Alors, c'est vous un peu le spécialiste de la question du RIC. Moi, j'ai suivi, comme certainement beaucoup d'autres personnes qui vont aujourd'hui visionner cette émission, vos interventions à la fois dans les débats publics sur des chaînes de grands médias, chaînes sur lesquelles d'ailleurs vous me direz peut-être les raisons pour lesquelles on vous voit moins sur ces chaînes-là, parce que moi j'ai eu le plaisir de vous découvrir sur un débat qui avait été assez endiablé sur France 2 ou France 3. Et puis évidemment, dites-nous un peu ce que vous pensez du RIC, de la raison pour laquelle vous militez en sa faveur, et puis on discutera enfin des limites qui me paraissent, en tout cas pour moi, peut-être problématiques, voire dangereuses. Et puis on aura l'occasion comme ça de débattre sur ce sujet-là. D'abord, il me semble que pour discuter entre nous, entre vous et moi, mais en fait entre nous humains, pour avoir des débats philosophiques, de philosophie politique, ou même des échanges de toutes sortes, si c'est des échanges importants, il est important de repérer les mots clés, les mots les plus essentiels, et d'être sûr qu'on leur donne le même sens. Donc tomber d'accord sur le sens des mots, ça me paraît être un préalable à la réflexion intime, en son fort intérieur, mais aussi à la réflexion ensemble. Les mots importants ici, c'est démocratie, référendum, suffrage universel et représentant. Je dis les premiers mots qui me viennent à l'esprit, mais vous allez voir comme les malentendus sont considérables, sont énormes et en fait tellement importants qu'on n'arrive pas à penser. Je le dis souvent en disant on n'arrive pas à penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Pour moi, la démocratie, donc le mot démocratie, a une racine étymologique qui est très claire. C'est univoque, c'est pas équivoque. Pour moi, il n'y a pas d'interprétation possible, c'est simple. Une démocratie, c'est un régime politique dans lequel le démos a le kratos. Donc le peuple a le pouvoir. Donc ça veut dire que le peuple décide, ça veut dire que le peuple vote. Il n'élit pas des maîtres, il vote les lois, il est législateur. En démocratie, si on ne laisse pas le peuple légiférer, c'est-à-dire décider, on trompe les gens en parlant de démocratie.
Quand on dit démocratie représentative, c'est comme si on disait lumière noire ou neige brûlante ou banquier honnête. C'est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes. En tout cas, c'est une contradiction dans les termes quand les représentants ont écrit eux-mêmes les règles de la représentation, et donc en instituant le pouvoir des représentants et l'absence de pouvoir du démos. Mais donc, ils fabriquent des antidémocraties en prétendant être démocrates. Donc la prétendue démocratie représentative, elle est, depuis le début, depuis CIS, depuis les pères fondateurs du régime dans lequel nous vivons, elle est violemment antidémocratique. Donc il y a une première chose à dire, avant de discuter du référendum d'initiative citoyenne, qui est pour moi le meilleur antidote en régime représentatif. Donc, en régime antidémocratique, le référendum d'initiative citoyenne, c'est la procédure démocratique, la procédure qui rend le régime démocratique, alors qu'il ne l'était pas. Si on était en démocratie directe, si nous écrivions nous-mêmes la Constitution et nous décidions que nous sommes les législateurs, nous sommes législateurs, avec des représentants qui nous proposent les lois, mais qui ne votent pas les lois. Ils nous les préparent, ils nous les proposent, ils nous les présentent, ils mettent en scène les conflits entre les représentants qui sont pour, les représentants qui sont contre. Et puis au bout du compte, c'est nous qui votons. Ça, c'est une vraie démocratie représentative, donc avec des représentants, mais qui ne sont pas les législateurs. Ils nous préparent les lois, ils nous aident, ils ne nous remplacent pas, ils ne nous infantilisent pas. Oui, donc ça, ce serait une vraie démocratie représentative, et à mon avis, le RIC permet ça. Le RIC, mais il faut que ce soit nous qui l'écrivions. D'une façon générale, je pense que la démocratie, on n'aura jamais si ce n'est pas nous qui l'écrivons. Pour penser le RIC, on va parler de démocratie, et donc il faut savoir de quoi on parle. Quand moi je parle de démocratie, entendez-moi bien, je ne parle pas du tout du régime dans lequel nous sommes. Pour moi, il n'y a aucun pays sur Terre qui est en démocratie. Même les pays qui ont le RIC. Parce que, vous allez le voir, quand je vais vous parler du RIC, je vais parler aussi des médias. Et si on a des médias qui appartiennent tous aux milliardaires, si on a des instituts de sondage qui appartiennent tous, donc les instituts de sondage, pour moi, ça fait partie des médias. Les instituts statistiques, les instituts de sondage, les maisons d'édition, pour moi, tout ça, c'est des médias. Donc, il n'y a pas que la presse, il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que la radio. Si les médias appartiennent aux riches, les riches se sont donné les moyens, en achetant ces médias, de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter par RIC contre nos intérêts. Je pense que la réflexion sur le RIC va emporter avec elle une réflexion sur les médias. Et en même temps qu'on institue le RIC, il faudra instituer l'inaliénabilité absolue, bien sûr, de tous les médias. Les médias doivent appartenir à ceux qui y travaillent et peut-être à leurs lecteurs. C'est à nous de voir, de réfléchir. Peut-être qu'il faut faire des médias des services publics, comme la justice. Vous n'imaginez pas que la justice soit achetée par les riches. Vous sentez bien que si vous laissez les riches acheter la justice, si les juges peuvent être achetés, vous sentez bien qu'ils ne vont pas rendre la justice. Ça, je pense que tout le monde sur Terre le sent. Et donc, c'est pour ça qu'on veut, dans les constitutions, on veut que les juges soient indépendants des pouvoirs, donc indépendants des riches, de façon à ce qu'au mieux, ils puissent rendre la justice. Ben, à mon avis, c'est la même réflexion qui doit nous conduire sur les journalistes. Et les journalistes doivent être indépendants des pouvoirs, mais aussi indépendants des riches. Et donc, c'est une idée aussi. Donc, on peut en faire des scopes, mais aussi, on peut aussi en faire des services publics, comme les juges. Mais ça va avec le RIC. C'est pas hors sujet, c'est complètement dans le sujet. Je pense que le RIC, avec les médias qui appartiennent aux riches, c'est super dangereux. Parce que si les riches arrivent à nous conduire à voter contre nos intérêts les plus importants, si on l'a fait par RIC, on va avoir beaucoup de mal, les résistants, les opposants politiques vont avoir beaucoup de mal à trouver une légitimité. On va leur dire, mais mon vieux, le peuple a décidé par RIC, le peuple a décidé le contraire de ce que vous dites, vous êtes un ennemi du peuple. On va nous dire facilement. Donc, le RIC ne va pas seul, je pense. Il faut d'abord que nous l'écrivions nous-mêmes, il faut qu'on l'écrive avec un empêchement pour les riches d'acheter les médias. Et il faut qu'ils rendent les médias qu'ils ont déjà, parce que vous savez que 9 milliardaires en France ont acheté tous les journaux, y compris l'Humanité, y compris les journaux d'extrême gauche. Donc, tous les journaux du pays, c'est un truc de fou quand même. Imaginez que tous les juges aient été achetés par 9 milliardaires, mais c'est révoltant. Ben, c'est pareil pour les journalistes. Les journalistes, normalement, c'est des sentinelles du peuple. Ça aussi, il faut l'écrire dans la Constitution. C'est des gens dont le métier est d'inquiéter les pouvoirs. C'est pas juste de nous informer, c'est de nous informer des intrigues du moment, des complots du moment, des manigances du moment. Est-ce que les médias seraient un quatrième pouvoir, selon vous, auquel la Constitution devrait légiférer, enfin en tout cas réglementer? Oui, absolument. Montesquieu avait
imaginez 3 pouvoirs. Vous savez, donc le pouvoir législatif, donc le pouvoir de produire les lois, le pouvoir exécutif, le pouvoir d'exécuter les lois, mais sans pouvoir légiférer. Il fallait que les pouvoirs soient séparés pour les affaiblir, pour nous protéger contre les abus de pouvoir. Et le 3e pouvoir, c'était le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir d'interpréter les lois différents par différents, cas par cas, nos différends entre nous, les citoyens. Et Montesquieu n'avait pas prévu la télé, donc c'était au XVIIIe siècle, hein, donc évidemment. Mais nous, maintenant, nous, les Montesquieu du moment, hein, je veux dire, il n'y a aucune raison pour que Montesquieu nous impose sa pensée, donc il n'y a aucune raison pour que les morts gouvernent les vivants. Il faut trouver en nous les ressources pour continuer à penser l'organisation politique librement, de façon indépendante. Hein. Montesquieu avait prévu 3 pouvoirs, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a le pouvoir médiatique et le pouvoir monétaire. Donc, le pouvoir monétaire, on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Avec le RIC, on a un gros sujet, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais je vous signale que le sujet monétaire est aussi important, je dirais, que le tirage au sort. Et pourtant, je peux vous dire que le tirage au sort, dans mon esprit, c'est l'antidote universel, l'antidote incorruptible universel contre la corruption, contre les abus de pouvoir, contre la tyrannie, contre le fascisme en fait, hein, le fascisme marchand ou le fascisme autre, en fait toutes les violences et toutes les formes de domination. Je pense que le tirage au sort empêche ceux qui veulent le pouvoir d'y accéder et donc protège tous les autres, protège toute la population, protège la société contre les mâles alpha, c'est comme ça qu'on les appelle chez les grands singes, hein, les mâles alpha qui veulent tout décider à la place des autres, et puis les sociétés secrètes qui veulent intriguer pour accéder au pouvoir et ensuite rançonner, racketter la société. Tous ces gens-là voient avec le tirage au sort la route du pouvoir coupée. C'est juste vital. Hein. Donc on va venir à bout du capitalisme et de toutes les formes de fascisme. C'est tout à fait décisif, le tirage au sort. Nous devrions apprivoiser le concept politique du tirage au sort à la place de l'élection. Et quand je vous dis que la création monétaire publique est aussi importante que le tirage au sort, je voudrais que vous preniez la mesure de l'énormité du truc, quoi. Je veux dire, il y a 2 ou 3 énormes piliers d'une démocratie et d'un régime politique qui va nous protéger de toutes les formes de domination, de toutes les formes de fascisme, et nous permettre de garantir la prospérité. Donc l'absence de chômage, d'inflation, l'absence d'appauvrissement lié à l'inflation avec l'indexation et surtout la prospérité, les services publics à gogo tant qu'il y a des chômeurs. Hein. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous signaler qu'il y a un autre sujet de conversation, pour le dire en un mot, toutes les élites du monde, tous les décideurs du monde, tous les acteurs politiques, les politiciens du monde, formés dans les soi-disant grandes écoles, apprennent des conneries sur le plan de la monnaie, mais vraiment des conneries, enfin c'est pas des conneries, c'est pire que ça, ils apprennent des contresens absolus parce qu'ils sont formés par les banquiers. En fait, les banquiers ont pris Rockefeller. Vous savez, c'est pas pour rien que Rockefeller a créé l'université de Chicago, hein, et l'université de Chicago et puis toutes les autres. En fait, petit à petit, les usuriers ont pris le contrôle de tous les pouvoirs, hein, grâce à l'élection, et y compris les pouvoirs éducatifs. Et donc maintenant, ils forment les meilleurs enfants, les enfants qui ont le plus de mémoire, qui sont le plus obéissants, les plus dociles, les plus efficaces pour mettre en scène les tenants et les aboutissants d'un problème, pour régler les problèmes. Les meilleurs de nos enfants sont formés sur le plan de la monnaie avec un tissu de sottise. Aujourd'hui, partout sur Terre, les élites pensent, parce qu'ils ont été formés à ça, ils le croient vraiment, ils sont pas malveillants, c'est pas de mauvaise foi, hein. Ils croient vraiment que l'État est un utilisateur de la monnaie. C'est-à-dire qu'il a un budget qui doit équilibrer comme une entreprise et donc il risque de faire faillite comme une entreprise. La vérité politique, je ne vous parle pas d'économie, je ne vous parle pas de technique, là je vous parle de politique. Un État digne de ce nom, institué par nous. Et pour ça, un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin pour servir les intérêts du peuple. Il la crée. Et donc l'État n'est pas utilisateur de la monnaie. Un État digne de ce nom, il est créateur de la monnaie, donc il ne manque jamais de monnaie. Et sa mission, c'est de créer de la monnaie quand on en manque. Quand la société manque de monnaie, et donc quand il y a du chômage, il faut que l'État puisse créer de la monnaie, donc avec des budgets déficitaires. On s'en fout qu'il y ait un budget déficitaire, ce qui est important, c'est la prospérité. Ce n'est pas le budget de l'État, on s'en contrefout, il est créateur de la monnaie.
Et sa deuxième mission, c'est quand il y a trop de monnaie, donc quand il y a de l'inflation, d'abord il faut qu'il nous protège de l'inflation avec l'indexation des salaires sur les prix, et puis de tous les contrats, hein, pas seulement les salaires, et puis qu'il ait des budgets en excédent, donc pour détruire de la monnaie quand il y en a trop. Et à ce moment-là, il va avoir des budgets en excédent, mais l'équilibre du budget de l'État n'est pas du tout une nécessité. Au contraire, il faut que son budget soit contracyclique, c'est-à-dire que quand nous manquons de monnaie, il faut que son budget soit déficitaire pour en créer, et quand nous avons trop de monnaie, donc inflation et chômage, hein, donc quand on a trop de monnaie, il faut que son budget soit excédentaire pour en détruire. Et donc, l'objectif de l'État, c'est pas de gérer son budget comme une entreprise. L'objectif de l'État, c'est de garantir à la société le fait qu'il n'y ait pas de chômage, la prospérité. Bref, c'est un vrai. Là, j'ai essayé de résumer en 5 minutes, mais c'est un vrai immense sujet, ça, qui va vous donner à tous les résistants une épine dorsale, une colonne vertébrale qui nous permet de résister à l'argument il nous renvoie toujours dans nos cordes en nous disant « Mais monsieur, ces projets, c'est des beaux projets, mais comment allez-vous les financer ?» Parce qu'ils nous ont habitués à l'idée que l'État manquait d'argent et que quand l'État manque d'argent, il faut qu'il aille le prendre quelque part. Les conséquences de cette dévastation scolaire, dans les programmes scolaires, que nous apprenions à nos enfants que l'État doit être un utilisateur de la monnaie, les conséquences libératoires, émancipatrices du fait d'apprendre entre nous, à penser que l'État doit être le créateur de la monnaie, et ça va nous libérer de tout, ça va rendre les militants beaucoup plus puissants, intellectuellement. Nous n'allons plus être contredits victorieusement par une sornette comme « Mais monsieur, comment allez-vous financer ?» On n'en a rien à foutre de cet argument. On ne devrait pas être intimidé par ça. Je voulais juste revenir sur le quatrième pouvoir sur lequel vous êtes revenu tout à l'heure, puisque c'est d'actualité. Vous avez parlé que le pouvoir journalistique devait être un pouvoir complètement indépendant. On a un service public, justement, de la presse, France Télévisions, et on a cette commission qui est menée par le député Charles Allonche, qui démontre bien que même quand on a un service public qui est donc censé représenter toutes les tendances politiques des citoyens, on voit que c'est quand même très orienté. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudrait changer, en fait, pour qu'on puisse avoir un véritable contre-pouvoir qui soit un pouvoir journalistique, qui soit en mesure de dénoncer lorsque les trois autres pouvoirs sont corrompus? Là, on est revenu sur ce sujet lyrique parce qu'on est revenu sur les médias. Nous n'avons pas de médias de service public, là. Mais le problème, c'est que les médias de service public ont été capturés, comme tous les autres pouvoirs, par l'exécutif. Là, il faut faire un point sur la Ve République. Ce qu'on appelle, mais c'est fautivement, la Ve République, ça n'est pas une république. C'est un régime autoritaire. C'est un régime autocratique. C'est un régime qui fait semblant d'être une république, qui prétend fallacieusement être une démocratie, qui n'est ni l'un ni l'autre, qui en fait est un régime créé par un militaire sous le coup d'un état d'urgence qui est depuis quelques années, et c'est toujours sous état d'urgence qu'ont lieu les plus grandes régressions des libertés. La Ve République a été écrite par un militaire pour ce militaire. Il a écrit les institutions pour lui-même, et ça a marché. Et ce gars-là avait de l'honneur, De Gaulle avait de l'honneur, et il était, comment dire, le rempart. Sa vertu était le rempart contre ces institutions merdiques qu'il a instituées pour lui, dans lesquelles il n'y avait pas de contre-pouvoir. Dans la Ve République, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et on le voit aujourd'hui, où les gredins qui ont suivi De Gaulle, qui n'avaient pas de morale, qui n'avaient pas d'honneur, et qui en fait ont laissé progressivement se dégrader le régime, ou en fait ont organisé eux-mêmes la dégradation du régime, puisque dans la Constitution, il ne faut pas dire Constitution, pardon, il faut dire Constitution en faisant le signe guillemets, pour montrer qu'on n'est pas dupe. Une Constitution, c'est une protection contre les abus de pouvoir. Une Constitution, elle empêche les pouvoirs de s'autonomiser. Une Constitution, digne de ce nom, elle protège les citoyens contre les abus de leurs représentants. Nous n'avons pas de Constitution. La Constitution, pour exister, il faut qu'elle soit écrite par les citoyens. Si elle est écrite par les représentants, c'est forcément un fait. Les représentants, donc si l'Assemblée constituante est élue, donc si ce sont des professionnels de la politique qui écrivent la Constitution, ils écrivent des règles pour eux-mêmes. Ils écrivent, et c'est comme ça partout sur Terre, ils écrivent la puissance des représentants et l'impuissance populaire. C'est gravissime ce que je vous dis. L'impuissance populaire, ça veut dire c'est littéralement le contraire de la démocratie. La Constitution, entre guillemets, de la Ve République, elle tient le peuple à l'écart de toutes les décisions politiques. Nous ne décidons de rien.
quand j'accepte d'élire, quand j'accepte de mettre le nom de quelqu'un, d'un candidat dans une urne, en disant, j'accepte de dire, j'accepte de ne rien décider et je compte sur toi, mon élu, mon maître, pour tout décider à ma place. Et ça a été fait volontairement. Ce n'est pas du tout une dérive du régime qui s'est dégradé depuis 1789. Sieyès disait déjà, bien sûr, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants dans un pays qui ne peut pas être une démocratie. La France ne saurait l'être, disait Sieyès. Donc il savait très bien qu'il instituait une antidémocratie, que l'élection tient le peuple à l'écart des décisions. Donc elle est infantilisante, elle est incapacitante. L'élection, elle est humiliante. Ce qu'on nous apprend à l'école, on nous dit l'élection, c'est l'alpha et l'oméga de nos libertés. C'est du foutage de gueule complet, enfin du foutage de gueule. Moi, je l'ai enseigné à mes enfants, je l'ai enseigné à mes étudiants, je me trompais. Donc, je n'étais pas là en train de me foutre de leur gueule. Je le pensais, je l'avais appris, on me l'avait dit, on me l'avait rabâché à l'école. Quand j'étais petit, on me disait démocratie, c'est l'élection, l'élection, c'est la démocratie. Je le croyais. Je voyais tous les intellectuels qui le disaient, je voyais à la télé, tout le monde le disait, je pense que tout le monde en était pétri et j'en étais pétri moi-même. À quel moment, Étienne, vous avez changé de vision sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Effectivement, quand vous me dites l'élection c'est la démocratie, c'est le même discours. Hein. J'ai grandi là-dedans aussi, dans cette illusion. Qu'est-ce qui vous a provoqué ce changement? C'est quand j'ai commencé à réfléchir. Hein. Et je pense que quand vous allez y réfléchir, vous allez tomber sur la même réflexion que moi, parce que c'est pas compliqué ce que je vous dis. Hein. La démocratie, c'est un régime dans lequel le démos exerce le kratos, donc le peuple vote les lois. Voter, c'est décider. Voter, c'est décider. Ce sont les parlementaires qui votent les lois. C'est eux qui décident. Élire, c'est pas voter. Élire, c'est dire, voilà qui est celui dont j'accepte, dont je veux qu'il vote tout à ma place. Donc élire, c'est pas voter. Élire, c'est renoncer à voter. Je vous demande de me contredire si vous trouvez que je me trompe. Non, je voulais comprendre par quel moyen vous étiez arrivé à... Parce que vous m'avez indiqué que vous l'aviez enseigné. Quel était le point de départ de ce début de réflexion? Je suis volontaire là-dessus. Pourquoi? Parce que on va parler aujourd'hui de l'élection, on va parler du RIC. Et l'idée, c'est qu'est-ce qui pourrait amener une personne à changer d'avis sur une idée qui, pour lui, est une réalité. C'est plus ce mécanisme-là qui m'intéresse, pour voir si à la fin, on changerait d'avis sur des choses sur lesquelles aujourd'hui on est d'accord ou pas. Oui, vous avez raison, et moi je cherche la même chose que vous. Hein. Je cherche à savoir qu'est-ce qui, dans ma tête, a fait de moi un militant politique, a fait de moi un démocrate, un vrai démocrate. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui fait que je suis devenu un activiste? Parce que je cherche à ce que... Alors tout le monde, je sais bien que je n'arriverai pas à ce que tout le monde soit activiste, mais je cherche à ce que un beaucoup plus grand nombre de personnes soient activistes, et puis les activistes qui, pour l'instant, comptent sur l'élection, à mon avis, se trompent gravement, et donc je cherche, et donc votre question m'intéresse, hein, mais je ne suis pas sûr d'arriver à y répondre, parce que si j'arrive à y répondre, je vais m'adapter, et on va y arriver, hein, à ce qu'on soit vraiment très nombreux, des millions en fait, des millions à dire, on ne veut plus élire, on veut voter. Alors justement, prédiction sur la chose, la première chose qu'on enseigne à nos étudiants et qu'on m'a moi-même enseigné quand j'ai commencé le droit constitutionnel, c'est de dire la démocratie est un régime idéaliste qui ne peut pas concrètement et matériellement exister puisqu'on ne pourrait pas réunir 66 millions de Français au sein d'un hémicycle comme le voudrait la logique, ou en tout cas le concept de base de démocratie. Comment est-ce qu'on peut trouver une réponse qui soit cohérente et réaliste à cette première contradiction qui est de dire on ne peut pas amener tout le monde aux urnes tous les 4 matins pour voter des lois, et c'est la raison pour laquelle il y a des représentants. Comment est-ce qu'on casse cette première contradiction qui, il est vrai, moi, en tout cas pour ma part, rendrait très compliqué l'application concrète d'une démocratie au sens littéral du terme. Pourquoi on ne pourrait pas voter tous les 4 matins? Excusez-moi, mais là, qui parle? Qui dit que c'est pas possible? Et moi, quand j'entends ça dans la bouche des élus, je les sens en conflit d'intérêts, tu vois. Je les sens en train de défendre leur prérogative. Ils ont le pouvoir, ils ont pris le pouvoir, et ils veulent plus le lâcher. Et ils disent, le peuple, on va pas le faire voter, il va pas vouloir voter. Attends, c'est pas à toi de décider. Je parle à l'élu, là. Hein. Je parle à l'élu, c'est un personnage conceptuel. Je parle pas à une vraie personne avec un nom, un prénom. Je parle à moi, citoyen, électeur, enfant, en ayant marre d'être traité d'incapable aspirant à devenir un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui vote les lois, qui est co-décideur des lois auxquelles il consent à obéir.
Donc, aspirant à devenir citoyen, j'interpelle l'élu en disant « Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Tu es un humain qui a volé le pouvoir par l'élection, qui a écrit toi-même ton propre pouvoir, toi ou tes prédécesseurs, toi et ta caste de politiciens. Vous avez écrit votre pouvoir de tout décider à ma place, et vous êtes en train de dire, vous les élus, vous êtes en train de dire « Le peuple est incapable de voter les lois ?» Oui, c'est une discussion presque théorique, tu vois, de personnage conceptuel à personnage conceptuel. Je conteste la légitimité des élus à dire les électeurs sont incapables de devenir le législateur. Peut-être, David, peut-être avez-vous raison, mais peut-être avez-vous tort. Mais ni vous ni moi ne pouvons décider. C'est à la population de décider ça. C'est à la population de dire, après y avoir réfléchi, ok, tout bien considéré, c'est vrai que j'ai pas envie de réfléchir aux lois tous les 4 matins. J'ai pas envie de penser tous les jours aux lois avec la réflexion, le travail que ça demande. Ok, je sais pas. Là, je suis encore le personnage conceptuel électeur, tu vois. Donc, je me mets à sa place et j'admets. Oui, c'est vrai, peut-être que les citoyens ou les électeurs, en train de se demander, voyons, est-ce que je suis prêt à devenir citoyen ? J'admets qu'ils puissent dire, ok. Moi, je ne veux pas passer toute ma vie, tous les jours, à préparer les lois. D'accord, mais ce n'est pas ça dont il est question, David. Il n'est pas question de préparer les lois. Vous et moi, David, si nous devenions constituants, on n'écrirait sûrement pas le fait que la population va préparer les lois. Vous avez raison, à 50 millions, ce n'est pas possible. Tu vois le bordel que c'est à prendre des décisions dans une copropriété pour décider à 20. Discuter, ça va. Donc c'est compliqué de discuter, plus on est nombreux, et à 50 millions, on ne discutera pas. Mais il n'est pas question de discuter. Hein. Comment faisaient les Athéniens ? Je ne dis pas ça pour faire d'Athènes un modèle, hein. Je dis parce qu'il y a des germes qui sont tout à fait reproductibles. Et entendez-moi, je sais qu'ils étaient esclavagistes, et je ne suis pas esclavagiste, ne me prenez pas pour un con. Enfin, si la démocratie athénienne m'intéresse, ce n'est pas l'esclavagisme qui m'intéresse, d'accord ? Oui, je sais que les femmes étaient tenues à l'écart, mais ne me prenez pas pour un imbécile ou un salaud. C'est évidemment pas ça qui m'intéresse à Athènes. Ce que je vais vous décrire marcherait très bien sans esclaves et évidemment avec les femmes qui font partie du corps social. Donc, pas de méprise, s'il vous plaît, mais entendez ce qui s'est passé pendant 200 ans à Athènes est merveilleux. Il y a quelque chose de merveilleux qui nous manque aujourd'hui. Comment ils faisaient ? Les Athéniens, ils étaient 30 000 en gros. On ne sait pas exactement parce qu'il n'y avait pas de recensement à l'époque, mais à l'Assemblée, ils n'étaient que 6 000. Donc, comme aujourd'hui, ils ne venaient pas tous. Il n'y en a qu'une partie qui était intéressée. Donc, ils étaient 6 000 à l'Assemblée. Il n'y avait pas de micro, hein. Il n'y avait pas de moyens techniques. Ils se déplaçaient. Et on les payait. On payait les tirés au sort. Donc, les représentants n'étaient pas élus du tout. Ils étaient tirés au sort. Il y en avait quelques-uns qui étaient élus, mais très peu. C'était les comptables et les chefs de guerre. Mais là, tous les autres représentants, et notamment ceux qui préparaient les lois, c'était la Boulée, le Conseil des 500, ils étaient tirés au sort. Pourquoi on ne ferait pas ça aujourd'hui ? Une assemblée de 500 personnes tirées au sort parmi nous, et ce n'est pas eux qui vont voter les lois. N'ayez pas peur, ce n'est pas eux qui vont voter les lois. Ils vont vous les préparer. Et comme ils sont tirés au sort, ils vous représentent. C'est un échantillon représentatif. Nous, à mon avis, il faudrait qu'il soit 1000. Pas 500, il faudrait qu'il soit 1000. Parce qu'avec 1000, vous avez un concept moderne que les Athéniens ne connaissaient pas, mais Montesquieu ne connaissait pas non plus, Rousseau ne connaissait pas. C'est apparu au XXe siècle. L'échantillon représentatif. Le concept politique d'échantillon représentatif. C'est-à-dire que quand tu tires au sort le nombre suffisant de personnes, tu vas avoir par la loi des grands nombres une proportion honnête, loyale de tout ce qui compte dans la société. S'il y a 20% de chômeurs dans la vraie société, tu vas avoir 20% de chômeurs à peu près, quoi. Si tu as 17 ou 18 ou 21 ou 22, on s'en fout. Tu vas avoir une proportion vraiment significative de chômeurs dans la micro-société que tu vas constituer avec l'échantillon représentatif. Donc à Athènes, ils avaient un conseil des 500, donc la Boulée, B-O-U-L-E, qui préparait les lois et qui ensuite venait les présenter à l'Ecclésia, donc à l'Assemblée des citoyens, donc tous les citoyens. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on a la télé, on a des sites web, on a la possibilité d'envoyer des journaux, des courriers, des mails, des gazettes, la gazette du référendum. Donc nous pourrions très bien les tirer au sort, pourraient très bien, après avoir discuté d'une loi, et nous vaquons à nos occupations pendant ce temps-là. Mais les tirés au sort, ils préparent, comme les parlementaires aujourd'hui, parce que ce qu'ils font en commission, c'est vachement intéressant. Hein. Ils font du bon boulot, je trouve. Ça va bien. Et les tirés au sort feraient la même chose, hein, parce qu'en fait, c'est pas le fait d'être élu qui les rend bons, c'est le travail, c'est leur travail qui les rend bons. Ok. Donc, vous avez imaginé que vous ayez les tirés au sort qui préparent les lois,
Donc, ils préparent une loi. Prenez une loi sur le nucléaire, sur l'euthanasie, que sais-je. OK. Ils ont préparé une loi, mais ils ne sont pas d'accord à tirer au sort. Ils votent pour la loi, et donc ils sont une majorité des tirés au sort à dire bon, bah, cette loi-là, elle nous paraît bonne, mais tu as un peu moins de la majorité, donc tu as une minorité de tirés au sort qui sont contre. Ils disent bah non, ils viennent nous l'expliquer. Ils viennent nous expliquer devant l'Ecclésia, et nous, on se tait. Hein. Juste, on écoute la chaîne du référendum. On écoute la chaîne de télé du référendum, on écoute la chaîne YouTube sur Internet du référendum, on écoute le podcast radio du référendum, on lit les journaux du référendum. Ouais, tous les médias qu'on a organisés pour mettre en scène les conflits, pour que les citoyens, donc ceux qui vont voter les lois, hein, c'est nous ça, hein, et donc les tirés au sort viennent nous dire pourquoi ils veulent cette loi, la majorité des tirés au sort viennent nous dire pourquoi ils veulent cette loi, avec argument, hein, et puis ensuite il y a l'opposition des tirés au sort qui vient nous dire pourquoi ils sont contre cette loi, et nous on les écoute, et pendant qu'on les écoute, notre niveau monte, notre opinion dans notre tête est éclairée par notre opinion de nous qui allons voter. Hein. Notre opinion est éclairée par ces conférences données par les pour et par les contre. Et puis ensuite, c'est pas tout. Ensuite, nos institutions font que il y a une mise en scène des conflits. Nous organisons des controverses. Parce que c'est comme ça que ça marchait à Athènes. Hein. Ils se disputaient devant les 6000 à l'Assemblée, donc à l'Ecclésia. Il y avait des tirés au sort qui venaient se disputer pour que nous voyions bien, nous, ceux qui allons voter les lois, pour que nous voyions bien les tenants et les aboutissants, on les voyait se disputer, et nous verrions très bien aujourd'hui, pourquoi pas, nous verrions au niveau local aussi bien qu'au niveau national, par la mise en scène des conflits que nos institutions, que nous avons écrites, nous, David, hein, nous avons écrit nous-mêmes ces institutions, parce que nous savons que nous avons besoin d'élever notre niveau, et donc nous mettons en scène les conflits, et une fois que nous avons bien entendu toutes ces controverses, mais sur la loi, notre niveau est devenu tout à fait suffisant pour voter. Et c'est pareil pour les RIC. Hein. Les RIC, il ne faut pas les faire sans mise en scène des conflits. Moi, dans ma constitution, on devrait tous avoir son petit chantier de constitution, un chantier personnel d'exercice. Et donc, dans ma constitution, pour le RIC, bien sûr, avant le RIC, il y a une période d'éclairage de l'opinion, j'appelle ça. Et donc, il y a la chambre populaire du référendum, donc une chambre tirée au sort, dont la mission, c'est d'organiser la mise en scène des conflits préalables au vote. Parce que dans un référendum, on vote, on n'élit pas. Hein. C'est ça qui est merveilleux dans le RIC, c'est que ça y est, nous devenons législateurs, mais il faut bien sûr éclairer les conflits au préalable. Et donc, c'est la chambre du référendum qui va organiser cette mise en scène des conflits. Et quand on a bien éclairé l'opinion, après 6 mois de débat, après 1 an de débat si c'est un sujet difficile comme l'euthanasie, après 1 an de débat public, mais notre niveau est devenu excellent, hein, et on se trompera beaucoup moins que les députés qui sont sous influence des différents lobbies, loi par loi, quand tu as des lois ou des traités sur le libre-échange. Les représentants font l'objet des pires tractations, des pires pressions, des pires manipulations, et en fait, ils se trompent beaucoup plus que nous nous tromperions si c'est nous qui votions. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du référendum si on a correctement mis en scène les conflits. Et donc, dans nos institutions, si on crée des institutions, et moi, ça fait 20 ans que je fais des ateliers constituants, je peux vous dire, nous écrivons tous la souveraineté populaire, et on écrit tous des représentants qui ne sont pas nos maîtres, des représentants qui sont nos serviteurs, qui nous aident à produire les lois, mais qui ne votent pas les lois à notre place. Ils nous les préparent, ils nous les présentent bien, longuement, et nous les écoutons, et nous créons des institutions qui font que, vraiment, pour avoir raté le débat sur cette loi, il faut vraiment être négligent, quoi. Bon, si t'es négligent, t'es négligent, hein, donc... mais des parlementaires négligents, il y en a un paquet. Hein. C'est pas une spécificité du tirage au sort. Hein. Les élus ne produisent pas les meilleurs du tout. Hein. Oui, on pourra tirer au sort des affreux. Donc oui, dans les tirs au sort, il y aura peut-être des salauds ou des incompétents. Il y aura peut-être des abrutis. Ok, c'est possible. Mais vous croyez que chez les élus, il n'y a pas des abrutis? Vous pensez que chez les élus, il n'y a pas des malhonnêtes? C'est pas une spécificité du tirage au sort. Il y en a partout. Ce qu'il faut, c'est les contrôler. Et puis surtout, il ne faut pas que ce soit eux qui votent les lois. Si c'est tout le monde qui vote les lois, vous avez une vraie démocratie. La démocratie, pour vous, dans la définition que vous avez fixée, c'est la loi de la majorité. Je sais que Rosan Vallon, un auteur constitutionnel que tout devait connaître, avait parlé de la légitimité démocratique, et il parlait justement d'une des contradictions initiales, qui est de dire on considère que la majorité équivaut à l'unanimité. 50%, 51% peuvent décider du sort de 100%. Cette contradiction-là, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est aussi quand même un des risques, c'est de considérer qu'on peut être très nombreux à se tromper. On l'a vu pendant la crise sanitaire,
il y a quand même une très grosse majorité de la population qui soit ne pensait rien, soit pensait ce qu'on lui demandait de penser. Et je pense raisonnablement qu'il y avait une très grosse majorité qui était favorable à tout ce qui s'est déroulé pendant cette période-là. Ce qui démontre bien qu'on peut être très nombreux et être particulièrement con sur ce type de situation. Comment est-ce qu'on contredit cette limite de la démocratie? Écoutez bien, parce que cette objection est importante et sa réfutation ne l'est pas moins. D'abord, le risque d'erreur de la majorité n'est pas du tout spécifique au tiré au sort et à la démocratie. Bien sûr, les élus peuvent aussi se tromper. La majorité des élus peut se tromper. Et ô combien, David? Ce n'est pas une spécificité de la démocratie. L'objection contre la démocratie qui consiste à dire la majorité peut se tromper, c'est vrai évidemment, parce que tout ce qui décide, tout ce qui est vivant et qui décide prend le risque de se tromper. Tout. Vous et moi et tout le monde et tous les groupes, à partir du moment où vous décidez, vous risquez de vous tromper. Oui, mais ça n'a rien de spécifique à la démocratie. Rien du tout. Et la démocratie représentative, enfin, c'est pas des guillemets qu'il faut mettre, c'est des énormes guillemets, quoi, hein, parce que c'est vraiment une imposture. Hein. Ce mot démocratie représentative est du foutage de gueule pour moi, chimiquement pur. Mais bon, le régime représentatif, son vrai nom, c'est pas démocratie du tout, son vrai nom, c'est gouvernement représentatif. Et donc le gouvernement représentatif peut lui aussi, évidemment, se tromper, et c'est plus grave que ça. Il peut nous trahir et voter des lois scélérates. On en a 3 par jour des lois scélérates. Je ne vais pas vous faire la litanie des lois scélérates. Donc le gouvernement représentatif est bien sûr capable de marcher sur la tête de la majorité, parce que le gouvernement représentatif, c'est le pouvoir d'une toute petite minorité. Macron, il avait même pas 20% des voix, et pourtant il a été élu. Et c'est lui qui a compté les voix. Donc c'est une toute petite minorité qui nous marche sur la tête, qui nous impose la destruction de nos retraites, donc d'une des principales solidarités. Et la destruction, il nous l'impose sur ordre des banquiers, puisque Macron, dès qu'il a été élu, il a dit qu'il était le proxy de Rothschild. Hein, il l'a dit face caméra, c'est pas du tout un secret. Il a dit que c'était un homme de main d'un banquier. Et il reçoit BlackRock en secret, BlackRock qui regarde nos retraites comme une corne d'abondance potentielle en transformant un régime de solidarité publique en centre de profit privé. Donc BlackRock, quand Macron reçoit BlackRock en secret, quand le Conseil constitutionnel, à travers une procédure scélérate qui est tellement connue qu'elle a un nom, ça s'appelle les portes étroites. Les portes étroites, bordel, ils appellent ça. Et le Conseil constitutionnel reçoit en secret les multinationales. Les multinationales conduisent cette bande de vieux grigous à annuler, à rendre inconstitutionnel. C'est une des institutions les plus dégueulasses du régime. Mais d'ailleurs, De Gaulle n'en voulait pas. Hein, il voulait un tout petit Conseil constitutionnel. Et dès que De Gaulle est parti, le Conseil constitutionnel s'est émancipé, parce qu'il n'y a pas de constitution. Il s'est autonomisé, il est devenu très important. Il a mis en place tous les rouages techniques, mais tous fallacieux, qui lui permettaient d'exercer un gouvernement des juges et en recevant les multinationales en secret, de servir les multinationales contre l'intérêt général. Donc tout ça, c'est le gouvernement représentatif, c'est de la merde en barre. Excusez-moi, mais du point de vue de l'intérêt général, c'est littéralement scandaleux. Et donc, critiquer la démocratie parce que la majorité aurait les moyens d'abuser d'une minorité, mais de qui se moque-t-on, Rosa Vallon? C'est pas tant ça, c'est quelles sont les contreparties qu'on met en place. Quelles seraient les contreparties? Parce qu'en fait, la crainte qu'on a lorsque la majorité se trompe, c'est que la majorité peut être particulièrement véhémente envers la minorité. On l'a vu avec le pass sanitaire, hein, où vous pouviez être dénoncé par vos propres amis dans une soirée privée parce que vous n'aviez pas de pass, hein, ce qui était une infraction pénale, rappelons-le. Comment on fait pour lutter contre ces excès qui ne sont pas propres à une démocratie, mais qui existent quand même et qui peuvent être décuplés par le nombre? Et comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'une majorité soit sous l'influence d'une minorité? Je donne un exemple très concret. Lorsqu'on parle de RIC, on parle souvent du fait qu'on a une minorité qui peut être très très motivée, qui peut être très très influente, comme des lobbies, et qui peut amener des personnes qui sont plus intéressées par le sujet à aller voter et donc à se déplacer aux urnes ou en tout cas à se manifester pour qu'une telle loi puisse être adoptée.
on pourrait avoir cet excès-là. Alors, comment on fait pour lutter contre cet excès-là? Mais bien sûr, mais j'y viens. Ma réponse, elle se faisait en deux temps. J'arrive à ce deuxième temps, vous avez raison. Mais comme c'est en deux temps, il faut d'abord que je décrive le premier temps. L'objection n'est pas spécifique à la démocratie. En fait, c'est tous les régimes ont ce problème, démocratique ou oligarchique ou plutocratique comme le nôtre, ou même tyrannique. On va avoir ce problème tout le temps. Comme je vous disais, en premier temps de la réponse, la majorité risque de se tromper. Ok. Bon, ok. Et pourtant, on le fait. Mais j'arrive à la réponse à votre question. Je ne tiens pas du tout à l'éluder, évidemment. J'y arrive progressivement parce que c'est le plus important que je garde. Hein, c'est la solution, bien sûr, mais parce que j'ai une solution à vous proposer. Et à mon avis, très robuste au début. Nos communautés sont petites. C'est la tribu amérindienne, la tribu indienne des Indiens d'Amérique. C'est les tribus qu'on appelle primitives. Nous sommes peu nombreux. Donc une tribu, c'est 20 personnes, 30 personnes, même pas. Donc c'est des toutes petites communautés, et là, partout sur Terre, dans tous les pays du monde, c'est l'unanimité. Donc les humains essayent, tant qu'ils le peuvent, d'exercer, de prendre les décisions à l'unanimité. Les Indiens d'Amérique se respectaient tellement que s'il était question de changer la coutume, il suffisait qu'un Indien ne soit pas d'accord pour qu'on ne change pas la coutume. Alors bien sûr, on va discuter, hein, on va aller prendre celui qui n'est pas d'accord, on va aller lui parler, on va lui dire « Attends, tu fais chier quand même, c'est quand même important », et à force, on va finir par arriver à le convaincre. Mais l'objectif, c'est l'unanimité, par respect de la dignité de chaque humain. Ça nous manque, ça. Hein. Et en fait, c'est l'augmentation, écoutez bien, de la taille de nos sociétés qui nous a conduits, parce que nécessité fait loi, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quand on est très nombreux, il y a tellement de risques d'avoir une opposition qu'on ne peut plus décider à l'unanimité. Parce que si on décide dans un grand corps social à l'unanimité, on ne décide plus rien. Deuxièmement, ce que je voudrais vous rappeler, quand on a commencé à voter les lois, c'était pour éviter de se taper sur la gueule et de s'entretuer. Avant de voter les lois, on se mettait sur la gueule et ceux qui avaient gagné, et qui souvent étaient les plus nombreux, parce qu'on était à armes égales, c'était il y a 2500 ans. Hein. On se tapait sur la gueule, on s'entretuait, et les victorieux, ceux qui avaient gagné, par les armes, rendaient les vaincus, s'ils n'étaient pas morts, esclaves. Et à un moment, ils se sont dit, mais il y en a marre quand même, hein, il y en a marre de s'entretuer. On ne pourrait pas se compter avant de se taper dessus, et puis ceux qui sont plus nombreux, voilà, c'est eux qui décident, parce qu'ils sont plus nombreux, donc ils vont gagner. Souvenez-vous de ça, n'oubliez pas ça. Nous sommes régis par, je suis désolé, hein, ça me désole, mais il faut bien le reconnaître. J'allais dire la loi de la jungle, mais ce n'est pas une loi justement, mais c'est la règle physique, c'est la loi du plus fort, ce qu'on appelle improprement la loi du plus fort. Ce n'est pas une loi précisément, mais donc c'est ce qu'on appelle la loi du plus fort. Et la démocratie, c'est un régime qui protège les faibles contre les forts. Il faut comprendre ça, que la démocratie, une constitution, c'est une idée géniale qui consiste pour les plus faibles, à se réunir pour faire émerger au-dessus de nous une puissance publique plus forte que le plus fort d'entre nous, pour que même les plus forts aient quelque chose à craindre. Et cette idée, c'est une idée géniale, mais qui ne fonctionne que si ce sont les faibles qui écrivent, enfin la multitude, les 99%. Il ne faut pas que ce soit les 1% plus forts qui écrivent la Constitution. Et c'est ça qui se passe sur Terre aujourd'hui, c'est ça la folie. La dinguerie qui fait qu'on n'arrive pas à sortir du merdier de la domination, du fascisme et de la guerre, c'est que nous laissons, nous les 99%, nous laissons les 1%, les plus forts, écrire la Constitution. Alors c'est précisément ceux qui ne devraient pas l'écrire. C'est super important ça. Mais comprenez ce que je veux vous dire. La Constitution et la démocratie, ça consiste à mettre au-dessus de nous une puissance publique, à construire par notre union une puissance publique tellement forte que même le plus fort aura quelque chose à craindre. Et cette puissance publique, on la garde sous contrôle citoyen pour nous protéger, nous, contre les abus des plus forts. Mais ensuite, comment on fait pour décider ? On est trop nombreux pour voter à l'unanimité, voter les lois, et on va les voter à la majorité. Alors maintenant, j'en viens à votre question, qui est super important, c'est le dernier... C'est le deuxième mouvement, ou troisième mouvement, si on veut, de réponse à votre question, qui est super importante. Hein. Moi, elle me taraude. Hein. Comment je vais faire pour que la démocratie ne dégénère pas en la charia, par exemple, ou un régime de tyrannie, je ne sais quelle tyrannie. Comment je fais pour que la majorité ne devienne pas tyrannique ? Ce n'est pas une réponse magique, ce n'est pas une réponse parfaite, mais je crois que c'est une très bonne réponse. Conscient
qu'il y a un vrai risque de se tromper. Nous allons décider, nous sommes en train de mettre en place un régime dans lequel nous allons décider, mais nous sommes conscients qu'il y a un vrai risque de se tromper et de commettre des injustices, voire des très graves injustices, des horreurs. Nous sommes exposés à ça. Comment pouvons-nous faire pour nous protéger de ça? Eh bien, nous allons, à côté des institutions qui disent « c'est nous qui décidons », à la majorité, nous allons prévoir des institutions complémentaires qui nous permettent d'éclairer notre opinion pour être sûr de nous tromper le moins possible. On va interdire aux riches d'acheter les médias. On va interdire aux présidents de nommer les présidents des chaînes publiques et de décider finalement de ce qui se dit à la télé. Donc on va interdire aux marchands de faire élire Macron, parce qu'on va mettre le tirage au sort à la place de l'élection. On va interdire à Macron de recevoir les BlackRock en secret, parce que tout ce qui sera public est publié sur le net et sous notre contrôle, et c'est une chambre de contrôle populaire qui va permettre de le virer quand on n'est pas content, de virer Macron quand on n'est pas content. Et on va interdire à toutes les sociétés secrètes, à tous les lobbies, on va leur interdire d'intriguer et d'acheter les médias pour nous mettre la tête à l'envers. On va rendre les médias indépendants. Pour prendre votre exemple, et parce que moi, c'est lui qui m'a réveillé. Hein. Quand j'ai vu que la majorité était prête à nous vacciner de force, c'est-à-dire à nous empoisonner de force, quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, mais une démocratie, ça irait pas. Il y a un problème là. Sauf que si la majorité, écoutez bien ça, hein, David, parce que c'est une vraie réponse. Si la majorité, si la population avait été correctement informée et pas informée par une presse achetée par 9 milliardaires, si elle avait été correctement informée, s'il y avait eu une vraie mise en scène des conflits, si les opposants à cette politique sanitaire de dingue avaient été correctement respectés, parce que les institutions obligent, les institutions qu'on va écrire nous, hein, obligent à écouter les opinions dissidentes. Nos institutions, elles vont empêcher la censure des opinions dissidentes. Nos institutions, elles vont empêcher qu'une poignée d'experts se disent, se prétendent, se proclament le consensus en muselant le dissensus et en disant, vous voyez le consensus, après avoir censuré le dissensus, les voleurs de pouvoir, les experts abuseurs, là, prétendent qu'il y a un consensus scientifique, mais c'est du scientisme, ça, hein, tout ça, on va le rendre impossible, David, par une constitution d'origine citoyenne. Dans la constitution, nous allons, c'est important les mots que j'utilise là, nous allons organiser et imposer une mise en scène des conflits avec une vraie liberté d'expression, avec un vrai respect des opinions dissidentes. Elles ne vous plaisent pas, les opinions dissidentes? On entend dire qu'elles sont négationnistes, elles sont fascistes, elles sont... Rien à foutre. On veut entendre toutes les oppositions. OK, il n'y a pas d'opposition négationniste, ça n'existe pas ça. Nous voulons mettre en scène les conflits et personne ne peut dire à l'avance les opinions qui sont dangereuses ou qu'il ne faut pas écouter. Ça n'existe plus. Dans une démocratie, à Athènes, l'Iségoria, ça s'appelait l'Iségoria, la liberté d'expression. L'Iségoria, c'était le droit de parole pour tous, à tout moment, à tout propos. Avant la démocratie, donc avant, il y a 2500 ans, quand on prenait la parole contre la doxa c'était l'opinion dominante du moment, on pouvait perdre la vie. On pouvait vous tuer. Vous pouviez perdre la vie parce que vous n'étiez pas d'accord avec la doxa. Et l'idée démocratique, l'advenue de la démocratie a emporté avec elle, a amené avec elle l'iségoria, le droit d'expression, le droit de parole pour tous, à tout moment, à tout propos, sans perdre la vie. Dans la démocratie digne de ce nom, il faut comprendre qu'il y a des concepts non négociables. Le tirage au sort, c'est la procédure démocratique, alors que l'élection, c'est une procédure antidémocratique. Il faut réfléchir à ça. Hein. Je veux dire, ne me croyez pas sur parole. Réfléchissez, vous allez voir, c'est la logique même. Ça ne fait pas l'objet d'un débat parce que enfin, ça peut faire l'objet d'un débat si vous voulez. Je ne dis pas ça pour vous imposer ma pensée, mais je vous signale que quand vous allez réfléchir, vous allez voir que l'élection est profondément antidémocratique et que la seule procédure démocratique, c'est le tirage au sort. Mais ça ne suffit pas pour la démocratie. Il faut la liberté d'expression. La démocratie savait qu'elle était fragile et donc qu'elle avait besoin de sentinelles. Et les yeux des citoyens, c'était les sentinelles. Et donc l'Iségoria donnait à chaque citoyen le pouvoir de parler, le pouvoir de dénoncer les complots. Ce qu'on appelle le complotisme aujourd'hui, c'est une vertu citoyenne. C'est une fonction essentielle, c'est une qualité, une vertu
de chaque citoyen. Il faut être vigilant par rapport au pouvoir. C'est absolument essentiel, ça. Et disait Goria, c'est la vraie liberté d'expression, sans censure, ni des associations mémorielles là, ou du gouvernement censeur. Tout ça est violemment antidémocratique. Une démocratie, ça a besoin de la liberté d'expression comme un pilier aussi important que le tirage au sort. Et aussi important que la monnaie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il faut comprendre qu'il y a des piliers à la démocratie qui font qu'on va beaucoup moins se tromper. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit sur la réponse? Je ne me fous pas de votre gueule avec une fausse réponse. Pour moi, c'est une réponse qui me rassure. Alors, c'était une émission avec Étienne Chouard. On a eu un peu plus de 50 minutes de débat ensemble, endiablé, hein, comme vous avez l'habitude de le voir si vous suiviez Étienne Chouard également sur d'autres réseaux. On aura le plaisir de recevoir de nouveau Étienne, je l'espère, parce que je sais qu'on a encore plein de choses à évoquer ensemble. Si vous avez aimé ce débat, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec les idées développées par Étienne Chouard? Est-ce que vous comprenez les craintes, les limites que j'ai évoquées et qui, effectivement, doivent tous nous alerter? Et bien évidemment, si vous avez aimé ce type de contenu, revenez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et pensez à vous abonner pour ne manquer aucun de nos contenus. À très bientôt.